Bienvenue à Troisième Avis. Je suis votre hôte, Dana Parrish, et aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter cette interview fascinante avec l'ancien directeur du CDC, virologue, Dr. Robert Redfield. Il était en première ligne de la pandémie de COVID et j'ai été stupéfait par certaines de ses révélations. J'ai hâte que vous entendiez celle-ci. Laissez-moi un commentaire, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Bonjour, Dr. Redfield. Bonjour. Je n'arrive pas à croire que nous parlons le 6 novembre. Le monde s'est réveillé avec la nouvelle que Donald Trump a remporté la deuxième présidence et vous étiez le directeur des CDC pendant la première. Comment vous sentez-vous ce matin? Eh bien, vous savez, je suis excité. J'étais dans son camp, vous savez, en particulier dans la région avec Bobby Kennedy et en essayant de rendre l'Amérique à nouveau en bonne santé. Aussi, évidemment, je pense que c'est génial que nous soyons républicains et je suis content que nous ayons pris le Sénat parce que, comme nous allons parler de biosécurité, je suis un grand défenseur d'un regard plus critique sur les recherches de gains de fonction et les régulations autour de cela. Ce que je ne pense pas que nous aurions accompli dans un Sénat démocrate, mais je pense qu'avec un Sénat républicain, nous allons y arriver maintenant. Quel sera votre rôle avec cette administration? J'ai entendu dire que vous alliez travailler avec RFK. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense qu'en ce moment, c'est juste donner mes meilleurs conseils pour rendre l'Amérique saine à nouveau. Vous savez, je pense que ces individus sont très compétents. Et évidemment, s'ils veulent des conseils ou des avis pour RFK, je pense qu'il était important de remettre les choses au clair. Moi-même étant l'un des plus fervents défenseurs des vaccins autour, vous savez, du plus grand cadeau de la science à la médecine moderne, que je pourrais aider à corriger. Vous savez, je pense, vous savez, la terrible désinformation que les gens ont sur Kennedy étant anti-vaccin. Il n'est pas anti-vaccin. Ce qu'il veut, et à juste titre, c'est la transparence sur les vaccins, transparence sur leur sécurité et leur efficacité. Comme moi, il ne veut pas voir les vaccins imposés contre la volonté indépendante des gens. Alors, j'ai pensé qu'il était important de, vous savez, être solidaire avec Kennedy et faire savoir aux gens que ceux qui l'ont traité d'antivax dans tous les titres, tous les journaux et toutes les émissions de télévision, antivax, personne controversée, anti-vaccin, c'est juste un faux récit, ce qui est vraiment regrettable. Il y a beaucoup à offrir. Et beaucoup de réflexions originales sur la manière dont il s'attaque à certaines des maladies chroniques dans notre pays. C'est remarquable qu'en 30 ans, nous soyons passés d'une des nations les plus saines du monde à l'une des plus malades du monde. Avec plus de 50% des personnes en Amérique, et même si vous regardez les jeunes de 18 ans, plus de 40% des jeunes de 18 ans sont obèses. Et cette obésité est ensuite associée à une série d'autres maladies chroniques qui rendent notre nation extrêmement malsaine. Quand j'étais directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, nous avons perdu 1 200 000 personnes à cause du COVID. Et les gens se demandaient pourquoi nous avions perdu autant de personnes à cause du COVID, alors que d'autres pays comme Taïwan en avaient perdu si peu. Et la réponse est que nous ne sommes pas en bonne santé. La COVID a exploité les problèmes de santé sous-jacents comme l'obésité, le diabète, l'hypertension, pour causer une mortalité accrue. Pourquoi le mot anti-vax est-il devenu la plus grande insulte que l'on puisse dire à quelqu'un? Comment cela a-t-il même évolué? Cela me semble si virulent et si extrême. Pourquoi ne pouvons-nous pas arrêter de manger du vaccin? Je sais pas. Évidemment, c'est par un groupe d'individus qui ont pris la position que vous ne pouvez pas, si vous remettez en question un vaccin, si vous posez la question ce vaccin est-il sûr? Et vous posez la question, ce vaccin fonctionne-t-il? Il vous classifie immédiatement comme anti-vax. Je pense que cela montre un manque d'honnêteté intellectuelle et scientifique à propos du vaccin. Que ce soit quelque chose qui a été créé davantage par des influenceurs. Oui. Je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que les décisions prises pour rendre les vaccins contre la COVID, par exemple, obligatoires dans certaines circonstances, allaient seulement accélérer l'hésitation vaccinale et ce discours anti-vaccin. Et je n'ai jamais été un partisan de cela. Je pensais que nous ne devrions jamais rendre ces vaccins obligatoires. Alors, de toute façon, je disais juste, je pense que rendre le vaccin obligatoire était une grosse erreur. Le vaccin était-il capable? Et je pense que nous devons simplement rétablir la vérité.
A-t-il déjà été capable de bloquer la transmission et a-t-il jamais bloqué la transmission ou l'acquisition du virus? Oui, là, les vaccins n'ont jamais été approuvés pour interrompre la transmission. Les vaccins ont été approuvés pour réduire le risque de maladies graves, d'hospitalisation et de décès. Donc, si vous regardez certains des essais qui ont été réalisés, il pourrait y avoir une suggestion à court terme, il pourrait y avoir une capacité préventive, mais je soutiendrai que ces vaccins ne préviennent pas la transmission. Ils préviennent les maladies graves et la mort. Et en tant que tel, vous pouvez voir le défaut dans ma recommandation de santé publique et maintenant la plus récente, de vacciner les enfants dès l'âge de 6 mois. Cela n'a aucun sens de vacciner des populations individuelles où les maladies graves ne sont tout simplement pas une possibilité. Je ne suis donc pas un défenseur de la vaccination pour les personnes de moins de 50 ans contre la COVID. Ce n'est pas très différent de ce que nous faisons pour le VRS, où nous le recommandons pour les personnes de plus de 65 ans. Et je pense que le message aurait pu être meilleur dès le début, permettant aux gens de savoir que ce vaccin n'empêchait pas l'infection. Le rendre obligatoire pour les travailleurs hospitaliers, les pompiers, les policiers et l'armée, c'était une grosse erreur. Si ce vaccin bloquait effectivement la transmission, nous pourrions avoir un plus grand débat public pour savoir s'il faudrait envisager de le rendre obligatoire dans certaines circonstances. Mais il ne bloque pas la transmission. Il ne bloque que les maladies graves et la mort. Est-ce que c'est toujours le cas? Elle bloque toujours les maladies graves et la mort. D'accord, parce que ce que je vois encore, c'est qu'il y a des personnes âgées et vulnérables, mon père étant l'une d'elles, qui ont été vaccinées au moins 4 fois. Et environ 1 mois et demi plus tard, il s'est retrouvé à l'hôpital. Et il est en bonne santé. Je veux dire, il est considéré comme un gars en bonne santé. Oui. Pas de préexistence. Mais vous soulevez un point vraiment important, car quand j'utilise le mot vacciné, cela devrait vraiment dire que vous êtes adéquatement et correctement vacciné. La protection immunitaire contre les maladies graves et la mort grâce au vaccin COVID actuel dure probablement environ 4 à 6 mois. Donc, ce n'est pas un vaccin annuel à long terme qui fonctionne. Donc, l'idée, si vous êtes adéquatement vacciné, et nous avons vu cela à l'origine quand j'étais conseiller principal en santé publique pour l'État du Maryland et le gouverneur Hogan, nous avons fait vacciner tout le monde dans nos établissements de soins de longue durée en janvier 2021. Nous avons vraiment fait un excellent travail en décembre, janvier 2021, parce que nous avions constaté une augmentation des hospitalisations et des décès dans nos maisons de retraite. Puis, vers avril-mai, j'ai commencé à voir une augmentation des hospitalisations en provenance des maisons de retraite à nouveau. Alors, j'ai dit, attendez une minute, nous ferions mieux de vérifier l'immunité des résidents des maisons de retraite pour voir s'ils ont encore l'immunité basée sur le vaccin. Et nous avons fait une étude sur environ 750 personnes. Et nous avons montré que presque 2 tiers d'entre elles n'avaient plus aucune immunité, aucun anticorps. C'est à ce moment-là que j'ai suggéré au gouverneur Hogan que nous devions revacciner tout le monde. Et bien sûr, le service de santé publique et le NIH, la FDA, tous s'y sont opposés. Il n'y a pas de raison, c'est quelque chose qu'il faut juste faire. La série originale, comme vous vous en souvenez, disait que vous étiez complètement immunisé lorsque vous receviez la série de 2 injections. J'ai soutenu, vous n'êtes pas complètement immunisé, vous avez une immunité à court terme et elle doit être renforcée. Nous avons fini par renforcer tout le monde dans les maisons de retraite et nous avons mis fin aux hospitalisations et aux décès. Et cela a inversé la tendance, puis maintenu la vaccination environ tous les 6 mois. Il a fallu beaucoup de temps au service de la santé publique pour s'y rallier parce que je ne pense pas qu'il y ait eu un débat ouvert et honnête à ce sujet. L'autre chose dont on n'a pas été ouvert et honnête à propos des vaccins, c'est de regarder la réalité que ces vaccins ne sont pas entièrement bons. Il y a certaines personnes, et j'ai une clinique maintenant, je suis en clinique 2 jours par semaine, et c'est entièrement pour le long COVID. Mais un certain nombre de personnes que je vois n'ont pas vraiment le long COVID. Ça ressemble au long COVID, mais ce qu'elles ont, c'est une maladie clinique à cause des vaccins à ARNM eux-mêmes. Quelle est l'étendue de ces blessures? Parce que je pense qu'il y a une idée fausse selon laquelle il s'agit uniquement de myocardite. Et je ne pense pas que ce soit correct. Non, pas du tout. Non, c'est assez significatif. Ils peuvent développer vraiment tout le spectre de ce que nous verrons avec le long COVID. Vous savez, donc,
Vous pouvez avoir une dysfonction cognitive significative où vous perdez votre capacité à retrouver des mots. J'ai une patiente qui a effectivement perdu sa capacité à parler car elle ne pouvait se souvenir que de 3 à 5 mots à la fois. Wow. Et Quel âge a-t-elle? elle avait une cinquantaine d'années. C'était une gestionnaire très en vue et très efficace qui a fini par perdre sa capacité à travailler. J'ai un certain nombre de personnes, évidemment très bien employées, qui ont développé ce que j'appelle un syndrome de suffocation, comme si elles étouffaient, mais leur cœur est normal et leurs poumons sont normaux. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ne renvoient pas le sang de leur système veineux profond, en particulier dans leur bassin et leur abdomen. Ils ne renvoient pas efficacement leur sang vers leur cœur parce qu'il y a des défauts dans les valves veineuses. Et il y a aussi des défauts dans les parois veineuses, l'intégrité des parois des veines, de sorte que lorsque les artères passent dessus, elles les bloquent un peu et ensuite elles forment des collatérales. J'ai plusieurs personnes qui ont une dysfonction autonome significative. Une dame en particulier, une professeure éminente dans l'une des grandes universités ici à Baltimore, faisait du VTT à travers le Colorado. C'était génial. Et là, tout d'un coup, elle ne peut plus se lever. Elle a dû vivre sur une civière pendant environ 4 mois. Là, elle vivait sur une civière parce qu'elle ne pouvait pas maintenir sa pression artérielle et son pouls dans une autre position que couché. Elle est normale maintenant. Elle a repris la conduite et l'enseignement après environ 3 ans. Mais pendant, vous savez, probablement 18 mois, elle était vraiment assez malade. Comment l'avez-vous fait fonctionner à nouveau? Vous savez, vraiment, c'est juste une question de temps. Ceux-ci sont vraiment à peu près le long COVID dû à une infection et le long COVID dû au vaccin provoque généralement des situations réversibles. Elles peuvent se renverser en 6 mois, elles peuvent se renverser en 4 ans, mais elles sont généralement réversibles. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le prix, probablement, parce qu'ils sont dus à des protéines spike résiduelles. Oui. Et vous savez, le problème avec les vaccins à ARNM, c'est que lorsque nous vous donnons un vaccin à ARNM, nous transformons votre corps en usine pour fabriquer la protéine spike. Et je ne sais pas combien vous en produisez et combien de temps vous en produisez. C'est pourquoi je ne suis plus un partisan des vaccins à ARNM. Je pense qu'il y a une meilleure alternative avec le vaccin à protéines qui est fabriqué par Novavax. C'est une protéine inactivée. Je sais exactement combien de protéines spike vous recevez et vous savez, je ne transforme pas votre corps en usine. Alors que lorsque je donne les vaccins à ARN messager, l'ARNM entre dans votre corps et en fait utilise votre corps pour être une usine à fabriquer de l'ARNM. Et je n'ai vraiment pas de moyen de contrôler combien de temps vous en fabriquez ou combien vous en fabriquez. Et donc, je pense vraiment que ces vaccins devraient être examinés plus rigoureusement, en particulier pour les effets secondaires plus larges et reconnaître qu'il n'existe pas actuellement un vaccin alternatif qui n'a pas ces risques. Les vaccins devraient-ils rester sur le marché? Les vaccins à ARNM contre la COVID devraient-ils rester sur le marché? C'est une question que j'entends poser tout le temps. Oui, je pense qu'il devrait définitivement être examiné de manière critique par la FDA pour des préoccupations potentielles en matière de sécurité. Vous avez entendu la préoccupation de sécurité que je viens de vous donner, que nous ne pouvons pas contrôler la quantité de protéines spike et nous voyons certainement des patients développer des complications qui changent la vie à cause du vaccin, sans aucun doute. Et ce n'est pas une petite quantité. Non. Que je vois. Non, moi, c'est réel. Je ne connais pas le nombre exact, mais c'est réel. Deuxièmement, il y a aussi, comme vous l'avez lu, des inquiétudes selon lesquelles les vaccins à ARN messager contiendraient en fait des acides nucléiques contaminants. Donc, ce ne sont pas seulement les vaccins à ARNM, l'acide nucléique à ARNM, mais ils ont aussi trouvé, vous savez, certaines séquences d'acide nucléique de SV40, qui est un virus tumoral. Donc, je pense que c'est quelque chose qui devrait être revu de manière critique par la FDA. Ils ne l'ont pas fait. Quel niveau d'inquiétude avez-vous vis-à-vis du SV40? Pas moi, personnellement. Je ne suis pas, personnellement. Mais c'est là et cela devrait être rigoureusement réexaminé, vous savez. Et plutôt que de simplement dire d'un ton désinvolte, « Hey, nous voyons ça, mais nous ne pensons pas que cela signifie quelque chose. » Je pense qu'il faut un examen de sécurité
un peu plus rigoureux du vaccin à ARNME en 2024-2025. Vous savez, j'étais sur Warp Speed, j'ai aidé à développer ces vaccins, j'en suis fier. Nous avons sauvé beaucoup de vies, mais ces vaccins auraient vraiment dû être prioritaires uniquement pour les individus très vulnérables face à de graves conséquences. Et maintenant que nous avons des alternatives, les vaccins à protéines inactivées, nous devrions réévaluer et que nous avons eu les preuves du temps en observant certains effets secondaires significatifs chez des patients qui sont assez débilitants. Nous devrions réévaluer la sécurité de ces vaccins. Une des questions qui a beaucoup émergé ces 6 derniers mois est de savoir si la protéine spike du vaccin peut s'intégrer dans le génome des cellules humaines. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une bonne question. Je ne pense pas que cela s'intègre dans nos chromosomes, mais je pense qu'il y a clairement le message reste beaucoup plus longtemps qu'il ne devrait. D'accord? Alors, comment les gens continuent-ils à produire la protéine spike, vous savez, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois plus tard? Une possibilité est que l'ARN messager a été stabilisé au point qu'il peut rester dans le corps beaucoup plus longtemps. Et il y avait évidemment, c'est une possibilité par opposition à l'ARN naturel COVID. L'autre possibilité est qu'il s'intègre. Je pense que s'il s'intègre, je suis plus d'avis qu'il pourrait s'intégrer dans l'ADN mitochondrial et donc avoir un potentiel de réplication cytoplasmique pour continuer à produire la protéine spike. Mais je ne pense pas qu'on devrait être méprisant, comme certains de mes collègues l'ont été, et dire « Oh non, 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 ça ne peut pas arriver. Oh non, non, ça ne peut pas arriver. » Je pense qu'il y a des preuves et des articles qui suggèrent que cela peut être plus persistant par intégration, mais je ne pense pas que ce soit une intégration chromosomique. Je pense que cela peut être une intégration cytoplasmique dans les mitochondries. Pourquoi pensez-vous que le public n'est pas informé équitablement des effets secondaires et des blessures associées au vaccin? Vous savez, je n'ai pas la réponse à cela. C'est pourquoi, encore une fois, je suis un grand défenseur de Bobby Kennedy et de son véritable message de transparence. Transparence sur l'efficacité des vaccins, transparence sur la sécurité des vaccins. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes haut placées dans la hiérarchie de ce vaccin. Vous savez, au NIH, à la FDA et évidemment chez Pfizer et Moderna qui ont pris la position que toute critique négative du vaccin favoriserait l'hésitation vaccinale. Correct. Donc, par conséquent, nous allons bloquer toute critique négative au point qu'ils l'ont fait sur Facebook et Twitter et beaucoup de médias sociaux. C'est la formule exacte pour provoquer l'hésitation vaccinale. Une fois que le public croit que vous ne dites pas la vérité, il y aura alors plus de théories du complot, plus de « nous n'avons pas toute l'histoire ». Donc, je pense, je ressens exactement le contraire de ce qui a été fait. Vous savez, je pense qu'il devrait y avoir une totale transparence. Je pense que la FDA, quand j'ai entendu qu'il pourrait ne pas publier le profil de sécurité du vaccin Moderna Pfizer avant 1 an, je pense que c'est une grosse erreur. Je pense que ces profils de sécurité devraient être accessibles au public dès maintenant. Mais je ne comprends pas la motivation à faire qu'il y a chez certaines personnes un sentiment qu'elles savent mieux. Ils savent mieux, ils savent ce qui est le mieux pour vous, alors ils décideront ce qui est le mieux pour vous. Je me souviens que Tony Fauci et moi avions l'habitude de discuter de l'immunité naturelle et il avait dit au président que, vous savez, nous irions bien parce que quand nous aurions atteint une immunité collective de 30%, la pandémie diminuerait vraiment. Et j'ai dit, en tant que virologue, je pense que pour les coronavirus, l'immunité collective n'existe pas. Ce ne sera pas fonctionnel. Et la raison pour laquelle j'ai dit cela, c'est que j'avais déjà des patients qui se réinfectaient de manière répétée dans, vous savez, 2-3 mois. Alors, l'infection naturelle ne causait pas d'immunité significative. Je ne pensais pas que l'immunité collective serait opérationnelle. Puis Tony a dit plus tard, non, ce n'était pas 30%, c'était 50%. Mm-hmm. Et puis plus tard, il a dit, non, c'est 70%. Et je me souviens qu'un journaliste a dit, Dr. Fauci, pourriez-vous nous dire quelles nouvelles données vous avez? Parce que récemment, vous nous avez dit 50%. Et maintenant, vous nous dites 70%.
Quelles nouvelles données avez-vous consultées qui ont changé votre avis? Et c'est toute une question de dossier public. Tony a dit, il n'y avait pas de nouvelles données. Quand je vous ai dit 50%. Quand je vous ai dit 50%, parce que je ne pensais pas que vous étiez prêt à entendre 60%. En d'autres termes, les gens inventaient les réponses pour ce qu'ils pensaient que le public ferait pour amener le public à faire ce qu'il voulait, et je pense que c'est une erreur. Je suis d'accord. Je pense que c'était la plus grande erreur, l'une des plus grandes erreurs commises en santé publique. Et personnellement, je ne sais vraiment pas comment m'en remettre. Nous allons devoir reconstruire la confiance du public. Ce ne sera pas facile. Ce sera un long parcours. Il est très facile, vous savez, cela demande beaucoup de travail pour gagner la confiance du public. Il est très facile de perdre la confiance du public et il ne fait aucun doute que le CDC, la FDA, le NIH et la science en général ont perdu beaucoup de confiance du public. Absolument. Un des premiers souvenirs que j'ai du COVID, je vis à New York et je vivais à Manhattan à cette époque. Et il y avait un profond sentiment de panique et de catastrophe qui régnait déjà, même en février 2020. Et je regardais la Chine et l'Iran et je regardais tout ce que je pouvais et des scientifiques et des cliniciens m'envoyaient des informations. Et je savais simplement, c'est aéroporté et je dois quitter la ville. Pourquoi la décision a-t-elle été prise à travers la santé publique, et ceci à l'échelle mondiale, de ne pas reconnaître la nature aéroportée de la COVID dès le début? Et dit, nous avons besoin de N95, nous avons besoin d'élastomérique. Se laver les mains ne sera pas la solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je ne connais pas la réponse. Je sais que j'ai toujours ressenti que cela pouvait être transmis par aérosol et gouttelettes. Nous n'avons jamais beaucoup insisté sur le lavage des courses. Ouais. Tu sais. Quand nous a-t-on dit de faire cela, à votre avis? Je ne sais pas, juste des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient, faisaient des commentaires et c'était tout simplement irréfléchi. Clairement, vous savez, la chose la plus importante de mon point de vue était un diagnostic rapide et ensuite les personnes infectées devraient être isolées ou dans un masque KN95 et rester chez elles, d'accord, jusqu'à ce qu'elles deviennent négatives à l'antigène. Qu'il y avait évidemment une limitation dans la disponibilité des tests au début, ce qui rendait cela difficile de mettre en œuvre ce type d'approche de santé publique. Il y avait aussi, vous savez, une sorte d'air, je veux dire, George Gao, directeur du CDC Chine, m'avait à peu près affirmé qu'il n'y avait pas de transmission de personne à personne, pas de transmission asymptomatique. Les deux affirmations étaient incorrectes. C'est pourquoi nous voulions intervenir dès la première semaine de janvier pour aider à trouver des réponses à ces questions. Mais j'ai été examiner 14 patients que nous avions aux États-Unis fin janvier et début février. Et parmi ces 14 patients, nous avions environ 800 contacts à haut risque, comprenant à la fois des contacts intra-hospitaliers depuis les unités de soins intensifs, ainsi que des conjoints et des familles. Et parmi ces 800 contacts, seulement 2 personnes ont été testées positives au COVID. Donc, nous avons conclu à tort que ce n'était pas très infectieux. Parce que la manière dont nous avons décidé si vous aviez la COVID ou non, puisque la Chine nous avait dit qu'il n'y avait pas d'infection asymptomatique et que la transmission de personne à personne était difficile, eh bien, la manière dont nous avons procédé était d'interviewer ces individus et ceux qui n'avaient pas de symptômes, nous les avons simplement écartés. Et ces individus qui avaient des symptômes significatifs, et il y en avait 2, ils étaient tous 2 époux, nous avons décidé de procéder au test pour le COVID. La transmission asymptomatique est-elle l'un des facteurs plus diaboliques dans la COVID et la propagation de la COVID? Eh bien, c'est définitivement la règle, pas l'exception, d'accord? Donc, quand nous sommes arrivés sur le Diamond Princess, l'ambassadeur Birx et moi avons réalisé que la règle était la transmission asymptomatique parce que quand nous sommes montés sur ce navire, les Japonais ont été très coopératifs et ils ont fait venir le CDC pour aider. Et nous avons trouvé plus de 50% à peu près des personnes sur le navire étaient infectées, même si la plupart n'avaient aucun symptôme. Mais si à l'origine, lorsque nous avons fait notre travail initial sur les 14 cas, nous avons conclu que ce n'était pas très transmissible parmi les contacts,
Si nous avions testé tout le monde, je pense que nous serions arrivés à une conclusion nettement différente. Je vois. Je voulais revenir sur les premiers jours et le traitement précoce. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'opération Warp Speed pour le développement d'antiviraux? Il aurait dû y en avoir. J'ai plaidé pour cela. L'ambassadeur Birx a plaidé pour cela. D'autres voix qui étaient agressives ont essentiellement dit que la réponse à cela était les vaccins. Et nous avions un très bon programme avec Warp Speed dans les vaccins, mais vous avez tout à fait raison. Il aurait dû y avoir un programme parallèle dans le développement de médicaments antiviraux. Et aujourd'hui, vous savez, je suis un grand défenseur, et maintenant que Trump a été réélu, vous savez, ma voix sera certainement dans la discussion. Nous avons besoin d'une opération Warp Speed pour le développement de médicaments antiviraux, pas seulement pour le COVID, qui est encore l'une des principales causes de décès en Amérique. Vous savez, nous sommes probablement quelque part entre la 3e, 4e ou 5e cause principale de décès en Amérique en ce moment. Mais nous devons aussi être préparés pour la grippe aviaire, et je ne pense pas que ce soit lorsqu'elle développe la capacité efficace de transmission de personne à personne. Nous avons besoin d'une opération Warp Speed. Nous devons avoir plusieurs plateformes. Vous savez, 5, 10, 15, 20 plateformes antivirales en développement, car les vaccins n'arrêteront jamais les conséquences négatives d'un nouveau pathogène viral. La seule façon pour nous de le faire de manière significative est le développement de médicaments antiviraux. Alors, selon vous, quelle importance revêtent les traitements précoces dans la pandémie de COVID maintenant et dans quelle mesure pensez-vous qu'ils pourraient prévenir le COVID long potentiellement? Eh bien, jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve que le traitement empêche le COVID long. Il y a une étude dans les hôpitaux des vétérans qui montre que les vétérans vaccinés avaient moins de COVID long que les vétérans qui n'étaient pas vaccinés. Mais cela ne le prévient pas. Il y a encore beaucoup de COVID long chez les personnes vaccinées. Il n'y a aucune preuve que le traitement modifie du tout l'apparition du long COVID. C'est intéressant si vous attrapez le COVID. Tu as environ 3% de chances de rechute. D'accord? Si tu attrapes le COVID et que tu es mis sous Paxlovid, vous avez plus de 20% de chances de rechute. Vous parlez d'une dose de rebond? Oui, un rappel. Eh bien, c'était ma question. À propos de, vous savez, anecdotique, j'ai parlé à beaucoup de cliniciens. Ils me disent que traiter avec des cures plus longues de Paxlovid et ajouter également de la metformine et d'autres suppléments confèrent vraiment de bien meilleurs résultats. Et il semble que nous ayons besoin de plusieurs médicaments, de plusieurs traitements pour envisager même que cela soit possible. Qu'en pensez-vous? Je parle de ce qui se passe au-delà des 5 jours de Paxlovid, ce qui est évidemment un sous-traitement. Le traitement actuel avec Paxlovid pendant 5 jours et en grande partie, c'est limité à 5 jours. En grande partie, je pense que Pfizer l'a fait à cause de l'utilisation de ritonavir et des effets secondaires que le ritonavir a. D'accord? Et donc, ils ont essayé de s'en tirer avec un schéma de 5 jours. Comme je l'ai dit, ce traitement est associé à une rechute chez environ une personne sur 5. D'accord? Cela dit, il est associé à une protection contre une hospitalisation sérieuse et la mort. Donc, je suis un grand défenseur d'un traitement précoce, soit avec Paxlovid ou l'opinavir de Merck, chez les individus vulnérables à une mauvaise issue. Donc, ces individus, disons de plus de 60 ans, s'ils attrapent le COVID, je pense qu'ils devraient être traités. Pas immédiatement, mais dans les 48 heures. Ces patients qui traitent le premier jour ont une forte propension au rebond. Ces patients que nous traitons à 48 heures, 72 heures, ils ont une faible propension au rebond. Et c'est probablement... Clarifier ce qu'est un rebond. Est-ce la persistance du virus et cela rend-il le virus plus persistant? C'est un manque d'élimination du virus, de sorte que le virus subit un second cycle de réplication qui provoque la maladie. En d'autres termes, ils n'ont jamais éliminé le virus. Exact. D'accord? Mais le rebond est dû au fait que le virus n'a pas été éliminé et maintenant il se réplique à nouveau
et cause des symptômes à nouveau. Plusieurs moyens pour contourner cela. J'ai trouvé que l'on peut commencer le traitement à 48 ou 72 heures plutôt qu'au jour zéro. Le second, comme vous l'avez mentionné, est de traiter plus longtemps. Donc, simplement de traiter pendant 10 jours plutôt que de traiter pendant 5 jours. Je suis le chef médecin d'une entreprise cotée en bourse du nom de Troz Pharma et nous sommes en train de développer sérieusement des antiviraux pour le COVID et la grippe aviaire. Et le produit que nous examinons pour le COVID, ce dont je suis très enthousiaste, a terminé les essais de phase 1 en Australie et est sur le point de commencer la phase 2. Nous utilisons un régime de 10 jours. Et une partie de la raison pour laquelle nous faisons cela est de nous distinguer de Paxlovid, particulièrement dans le domaine du rebond. Mais nous ne prévoyons pas, maintenant, nous n'avons pas traité, nous n'avons fait que des volontaires en bonne santé. Donc, nous verrons, il faudra voir comment se déroulent les essais lorsque nous passerons à des volontaires non en bonne santé. Mais c'est très... je pense que c'est l'un des problèmes avec les traitements actuels, c'est qu'ils n'ont pas été conçus pour une durabilité optimale. C'est probablement la réalité. Ce n'est pas un traitement de 5 jours. C'est probablement plus comme un traitement de 10 jours. Si vous voulez vraiment minimiser le rebond, je pense que c'est... Mais êtes-vous préoccupé par les conséquences à long terme de la persistance? Vous savez, nous trouvons encore le virus dans le corps et les organes, vous savez, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Oui, je ne suis pas aussi inquiet, bien que ce virus persiste beaucoup plus longtemps que ce que les gens lui attribuent, d'accord? Mais je pense que dans le cas du COVID long, ce n'est pas le virus qui me pose problème. Je pense que c'est la protéine spike. Donc, vous pensez que la protéine spike est le principal moteur du COVID long? Oui, et je pense, oui, et pour les gens, je pense que l'ARNM qui code pour la protéine spike reste actif transcriptionnellement pour qu'il puisse produire la nouvelle protéine spike. Et c'est pour cela que les vaccins à ARN messager, ils peuvent aussi faire cela. Et ils peuvent avoir une propension à le faire parce que cet ARN messager a été stabilisé pour qu'il reste plus longtemps. Donc, la protéine spike du vaccin et celle du virus sont-elles identiques? Plus ou moins, ils sont les mêmes, plus ou moins, même séquence, plus ou moins la même. Évidemment, le virus change constamment des choses un peu. Mhm. Et la protéine spike est en quelque sorte gravée dans le marbre en fonction des séquences qui ont été utilisées pour le vaccin à l'époque. D'accord? Mais c'est l'ARNM qui peut détourner la machinerie de la cellule pour fabriquer la protéine de point. Cet ARNM pourrait provenir du virus ou cet ARNM pourrait provenir du vaccin. Pourquoi y a-t-il ce sentiment? Vous savez, je regarde tout, mais il y a ce côté qui dit « Le virus est un rhume, c'est une grippe, ce n'est pas dangereux. Mais les vaccins, ce sont eux le vrai problème. » Et puis, il y a l'autre côté qui dit « Les vaccins sont sûrs et efficaces. Je ne veux rien entendre de négatif sur les vaccins. Et le virus est toujours présent comme une menace dangereuse. » Oui, eh bien, ce sont des... Aucune de ces affirmations n'est correcte, malheureusement, même si elles sont dites. La première chose est de comprendre ce qu'est une infection COVID, quelle est la pathogenèse sous-jacente pour qu'elle provoque une maladie chez l'humain. Ce n'est pas une maladie pulmonaire, ce que beaucoup de gens pensent. C'est une maladie des vaisseaux sanguins. Vous devez vous rappeler que nos vaisseaux sanguins sont recouverts du récepteur H2, qui est le récepteur clé auquel la protéine spike se lie. Et lorsqu'ils le font, cela déclenche une série d'événements cytokiniques qui causent de l'inflammation et posent des problèmes. Quand nous avons d'abord, quand j'étais directeur du CDC, quand nous avons d'abord examiné les décès dus au COVID, une des choses qui a sauté aux yeux, bien que les gens ne voulaient pas vraiment y prêter attention, c'était que le facteur de risque de décès s'est avéré à être l'obésité et l'hypertension et le diabète de type 2. Pourquoi l'hypertension, même si elle est contrôlée? Et la raison est que le diabète et l'hypertension, une des choses avec lesquelles c'est associé, est une moindre résilience des vaisseaux sanguins. Mhm.
Et c'est pourquoi vous obtenez la microcoagulation. Cette microcoagulation entraîne la formation de caillots. Ces caillots peuvent atteindre votre cœur, ils peuvent atteindre votre cerveau, ils peuvent atteindre vos poumons, ils peuvent atteindre vos organes, et cela entraîne la mort. La COVID n'est pas un rhume. COVID, comme je le dis, nous perdons 100 à 150 personnes par jour qui meurent aux États-Unis de COVID. Je reçois toujours les données du Maryland en ce moment. Dans le Maryland, nous perdons, vous savez, 2 à 3 adultes chaque jour qui meurent de COVID. Ce ne sont pas, vous savez, des adultes à l'article de la mort. Ce sont des adultes, par ailleurs, en bonne santé, qui ont simplement de l'hypertension qui est contrôlée ou du diabète de type 2. Donc, le COVID, ce n'est pas un rhinovirus, ce n'est pas un métapneumovirus, ce n'est pas vous savez, ce n'est même pas la grippe. Une propension beaucoup plus élevée à provoquer la mort chez les personnes vulnérables. Cela ne provoque pas la mort chez les non vulnérables. Donc, il faut avoir un facteur prédisposant à la mort, ce qui est, je dirais, un changement dans la résilience de vos vaisseaux sanguins.